Je te laisse la parole, Fabrice. Merci, Odile. Bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux de pouvoir participer à ce webinaire avec Odile. Et puis, vous verrez Meryl et Thierry qui sont des références sur le plan de la kiné-orolinguale, qui jouent un rôle de plus en plus important dans la prise en charge des troubles du sommeil. On y reviendra. Et puis, vous verrez Benoît, hypnothérapeute, qui vous donnera le cadre justement de sa prise en charge vis-à-vis à la fois de l'insomnie, à la fois du traitement de l'apnée du sommeil. Alors, vous devez le savoir aujourd'hui, l'apnée du sommeil, c'est une véritable épidémie française, mais surtout mondiale, puisque dans un journal de référence, le Lancet, il y aurait plus d'1 milliard de patients souffrant d'apnée du sommeil. Alors, comment les traiter? Eh bien, le traitement de référence reste, et ça, je pense que vous le savez, le traitement par pression positive continue, qui est cette petite boîte, cette petite turbine qui permet grâce à une pression positive, d'ouvrir les voies aériennes supérieures. Donc, c'était un problème pharyngé. On se noie la nuit, on a du mal à respirer. Donc, ça, c'est le traitement le plus efficace. Et puis, vous avez un autre traitement qui est l'orthèse d'avancée mandibulaire, qui permet d'avancer cette mâchoire pour libérer les voies aériennes supérieures. Alors, ces deux traitements sont connus depuis quelques années maintenant. Ils sont très efficaces. Alors, pourquoi traiter l'apnée du sommeil avec notamment cette machine qui semble un petit peu barbare, il est vrai? Eh bien, parce que les pathologies cardiovasculaires, pour la plupart, sont issues ou sont secondaires à des anomalies de troubles du sommeil, notamment de l'apnée du sommeil, probablement. Et cela commence dès l'enfance avec des anomalies des artères qui vont aboutir 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans après à des anomalies beaucoup plus définitives, type hypertension, AVC, diabète, voire démence. Alors, comment justement, pour revenir à notre sujet, comment Meryl et Thierry vont pouvoir nous être utiles? Eh bien, dans un premier temps, dans l'acceptation de la machine, en diminuant notamment, grâce à une rééducation oropharyngée, à diminuer notamment les pressions nécessaires. Et pour l'orthèse, eh bien justement, pour permettre notamment, grâce à cette activité musculaire, de diminuer l'avancement de cette mâchoire qui sera plus douloureuse potentiellement. Et puis l'hypnose, eh bien oui, ça permettra d'avoir une acceptabilité plus importante de cette machine qui, en effet, est un peu intrusive à son domicile tous les soirs. Voilà. Donc, ça, c'est une première chose. C'est un premier sujet, c'est-à-dire améliorer la prise en charge par la PPC, par la machine de pression continue ou par l'orthèse d'avancée mandibulaire. Mais il en est un autre qui me tient particulièrement à cœur, qui est celui de la prise en charge des patients plus jeunes. En fait, on a défini qu'il y avait à peu près 3 à 5% des enfants qui faisaient de l'apnée du sommeil avec des retards scolaires qui peuvent être définitifs, des retards cognitifs très importants. On a défini que dans la population plus âgée, au-delà de 50, 60 ans, eh bien, il y avait entre 8 et 10% de la population atteinte d'apnée du sommeil. Mais qu'en est-il justement de toute cette population entre 15 ans et 50 ans, 40 ans, qu'on ignore, qui présentent des symptomatologies bien différentes, bien multiples, à type de palpitations, de stress, de réveil nocturne qu'on a imaginé comme de l'insomnie, qui est en fait secondaire à des efforts respiratoires nocturnes qui déchargent de l'adrénaline, associés à des douleurs thoraciques, des vertiges, voire des syncopes. Et donc, toute cette population, il faut la soigner précocement. Et justement, ces règles hygiéno-diététiques qui associent la kiné, mais aussi l'activité physique et bien d'autres traitements comme l'hypnothérapie, eh bien, permettra justement de traiter au fur et à mesure du temps, 10, 20 ans, 30 ans, ces patients pour permettre en fait probablement une prise en charge globale pour éviter notamment les démences vasculaires qui sont extrêmement fréquentes dans la population générale. Et ce qui est prouvé notamment, c'est que
pour avoir une incidence sur cette démence, notamment, il faut traiter les patients avant 40 ou 50 ans, notamment de ces artères, de cette hypertension ou de ces anomalies précoces artérielles. Voilà. Et donc, dans ma pratique, je fais appel énormément à cette kiné, car elle peut être en elle-même efficace précocement, car plus vous allez présenter des troubles du sommeil, plus vous allez ronfler, plus vous allez avoir une dysfonction neuromusculaire qui va s'autonomiser. Donc, il faut prendre très précocement en charge ces patients qui vont prendre du poids aussi et dont les graisses vont aussi s'accumuler et qui vont participer en fait à ce dysfonctionnement global. Voilà. Donc, je pense que je vais laisser s'exprimer à la fois Thierry et Meryl, et dans un second temps, Benoît, qui reviendra sur l'hypnose. Merci. Merci, Fabrice. Merci, Fabrice. Je crois que c'est moi qui vais commencer. Je suis ravie d'avoir été conviée à participer à cette réunion. Du coup, je suis kinésithérapeute. Je suis spécialisée dans la rééducation des apnées du sommeil chez l'enfant et chez l'adulte. Et je travaille notamment au sein de la clinique Bel Air à Bordeaux avec mon collègue, du coup, Thierry Gouzelan. Odile, tu peux passer. J'ai une assistante diaporama. Donc, pour comprendre la place de la kinésithérapie dans la prise en charge des patients atteints d'apnée du sommeil, c'est d'abord important de revenir un peu sur les différentes causes, parce que finalement, ce syndrome d'apnée du sommeil va être pluriétiologique, va avoir plusieurs origines. Il va y avoir des causes anatomiques, Fabrice Toin vous en a parlé, c'est-à-dire notamment, par exemple, le poids, la prise de poids. On sait que la graisse s'accumule au niveau des voies respiratoires, des tissus des voies respiratoires et au niveau de la base de la langue. Certains patients aussi qui présentent une rétrognathie, c'est-à-dire une mâchoire inférieure un peu reculée, ça va favoriser la restriction du passage de l'air au niveau des voies respiratoires. La prise d'alcool, la prise de certains médicaments va aussi pouvoir favoriser ce mécanisme-là. La respiration buccale, on le verra parce qu'elle va favoriser notamment l'ouverture de bouche la nuit et donc le recul de la mâchoire et de la langue et participer à ce mécanisme d'obstruction. Et puis cette langue dont on va vous parler avec Thierry, qui est un organe qui habite cette cavité buccale et qui est composé de 17 muscles. Et c'est un peu comme le reste du corps, si elle manque de force parce qu'elle se place mal, parce qu'elle fonctionne mal, on va pouvoir avoir une langue qui vient la nuit, en plus à cause du relâchement dû au sommeil et de la position allongée, reculer en fond de gorge et participer à ce mécanisme d'obstruction. Tu peux passer. Du coup, les traitements qui vont être proposés, ils vont être un peu en fonction de ces différentes étiologies. Donc, comme disait Fabrice Toin, il y a le traitement médical bien connu qui est la machine respiratoire, la PPC. Et puis, certaines thérapeutiques vont plutôt essayer d'enlever du contenu pour faire de la place. Ça va être les stratégies plutôt chirurgicales, chirurgie du nez, voile du palais, même si on le fait de moins en moins, chirurgie de la base de la langue. Certaines thérapeutiques vont, quant à elles, essayer d'agrandir la boîte osseuse, de refaire de la place en augmentant le contenant. Ça va être les stratégies d'orthèse d'avancée mandibulaire, dont on vous reparlera plus tard, ou de chirurgie dans certains cas. Et la place de la kiné, elle va s'inscrire dans ce contexte général, souvent en parallèle de ces différentes thérapeutiques. C'est ce qu'on va appeler la rééducation myofonctionnelle ou oromyofonctionnelle. Et elle va avoir comme axe de rééducation notamment la respiration, rétablir une respiration nasale exclusive. On verra que c'est le point de départ, que la bouche puisse être fermée, que le nez soit compétent, que la langue puisse bien fonctionner. Le travail musculaire de la langue et des lèvres, et puis des muscles au niveau de la gorge, qu'on va appeler notamment les dilatateurs du pharynx, pour essayer justement de récupérer une musculature qui va permettre de maintenir ouverte la nuit ces voies respiratoires. Alors finalement, à qui peut s'adresser cette rééducation? Il y a différentes familles possibles. Il y a tout d'abord les patients qui vont être appareillés sous PPC et qui auraient des difficultés de tolérance ou d'observance. La kinésithérapie, comme le disait Fabrice Toin, va pouvoir aider à diminuer les pressions parce que finalement, la pression de la machine, elle est dépendante à la fois du nombre d'obstructions et de leur importance. Donc si on tonifie les tissus, si on essaye justement de réduire ces obstructions, la pression nécessaire peut être moins importante et la tolérance à la machine, du coup, plus confortable. On va avoir une seconde catégorie qui vont être les patients qui seront traités sous orthèse d'avancée mandibulaire ou opérés au niveau de la mandibule. Donc, ça sera mon collègue Thierry Gouzelan qui vous en reparlera un petit peu plus tard. Et puis, ça me tient à cœur aussi, cette dernière catégorie, un peu comme Fabrice d'ailleurs. Alors, soit effectivement les patients
qui ont refusé la thérapeutique sous PPC, qui sont en échec de traitement, ou dans ces cas-là, on se retrouve des fois avec des patients avec des scores plutôt élevés en termes d'indice d'apnée, mais à qui on propose de la rééducation parce que justement la machine a été un échec. Et puis tous ceux qui auraient un indice d'apnée plutôt léger, faible, qui correspondent pas à ces profils de patients à qui on va pouvoir proposer une thérapeutique médicale et qui pour autant, j'en suis persuadée, doivent être pris en charge le plus précocement possible pour justement éviter dans le temps l'évolution vers un syndrome d'apnée du sommeil plus marqué qui nécessitera à ce moment-là une prise en charge médicale. Donc, dans un premier temps, je vais vous décrire un tout petit peu ce qui peut être du coup proposé chez les patients avec PPC. Dans le premier point, c'est l'éducation thérapeutique. Ça va être de reprendre avec eux l'explication de ce qu'est la PPC. C'est une machine qui ne traite pas les causes. C'est une machine qui empêche de faire les apnées. Donc, la pression qui va être délivrée va permettre aux voies respiratoires de rester ouvertes, mais ça nécessite qu'on la porte toutes les nuits, le plus possible et à vie. Ça veut dire que ne traitant pas les causes, son efficacité dépend du fait que le patient la porte. Donc ça, c'est un point important parce que des fois, les patients qui arrivent en séance n'ont pas forcément cette notion-là, soit parce qu'ils ne l'ont pas entendu et qu'on leur a dit et que c'était un peu trop tôt, soit parce que c'est peut-être compliqué de se dire que c'est une thérapeutique à vie, surtout quand on dépiste les gens de plus en plus tôt. Donc cette notion d'éducation thérapeutique, elle est primordiale dans l'accompagnement justement de la prise en charge médicale de ces patients. Ensuite, et c'est un point primordial, surtout pour des kinés, c'est de rendre le patient acteur de sa rééducation. C'est une thérapeutique qui est très passive, la machine. Des fois, les gens arrivent, ils passent une nuit en clinique, on leur dit qu'ils font de l'apnée, on les appareille la semaine qui suit, et tout d'un coup, ça leur tombe un peu dessus et ils ne savent pas trop quoi faire. Ben, si, à partir du moment où il y a des facteurs qui favorisent l'obstruction des voies respiratoires sur lesquels le patient peut agir, comme la tonicité de la langue, la tonicité des muscles de la gorge, la respiration, le patient peut devenir acteur de sa rééducation et de sa prise en charge. Et ça, c'est un point qui les aide souvent dans l'observance de la PPC, savoir qu'ils ont un rôle à jouer et qu'ils ont quelque chose à faire. En troisième point, du coup, on va pouvoir aussi travailler, c'est un point très important, sur les gènes et les effets indésirables. Alors, pas sur tous, et ça ne fonctionnera pas forcément sur tout le monde, mais par exemple, les notions de claustrophobie sont souvent associées à des schémas respiratoires dysfonctionnels ou alors à une perte de la respiration nasale. Si la respiration est déjà compliquée la journée, on peut s'imaginer qu'en rajoutant un masque la nuit avec une pression qui vous souffle dans le nez, c'est difficile de s'adapter. Donc, on peut travailler sur ces notions-là, sur cette gène-là. Les fuites buccales et notamment les sécheresses buccales, donc très souvent aussi liées à un schéma dysfonctionnel ou à une respiration nasale compliquée, et puis à un manque de tonicité des lèvres et de la langue qui va favoriser l'ouverture de bouche la nuit et qui peut du coup participer à l'apparition de cette bouche sèche et puis de ces fuites au masque. La notion d'aérophagie, alors pas tout le temps, mais on sait qu'une langue qui a une mauvaise tonicité, c'est une langue qui va mal fonctionner, et une des fonctions de la langue, c'est notamment la déglutition. Et quand les patients ont une mauvaise déglutition, il aura une déglutition qui favorisera notamment l'absorption d'air avec la machine. Et donc, on sait qu'on peut avoir des résultats sur certaines aérophagies dues à la machine quand effectivement, il n'y a pas non plus de problème anatomique au niveau des différents sphincters. Et puis, on le sait, il y a deux types de masques, le masque facial et le masque nasal. Alors, chez certains patients, le masque facial est obligatoire parce que ne pouvant pas respirer par le nez, on leur permet d'être par la bouche. Mais on sait aussi que cet appui du masque facial, notamment au niveau du menton, a tendance à reculer la mâchoire et du coup à augmenter les résistances respiratoires. Donc, ça peut être un objectif en soi avec le patient de l'aider à passer d'un masque facial à un masque nasal ou alors d'un masque nasal avec mentonnière à un masque nasal simple pour qu'il soit le plus confortable possible, que la machine soit la moins gênante et que du coup, on l'aide dans son observance. Et puis, la dernière notion qui me paraît aussi importante, on dépiste et on détecte les gens de plus en plus tôt. Avant, on appareillait des gens de 60, 70, 80 qui gardaient la machine un certain temps. Maintenant, quand on propose la machine à quelqu'un de 30, 40 ans et qu'on dit que c'est à vie, eh ben, il faut aussi se dire qu'il faut éviter le déconditionnement. Et sachant que la machine ne traite pas les causes, une machine qui est efficace à 30 ans ne le sera peut-être pas à 60 ans à la même pression si on continue à prendre du poids avec les variations hormonales et avec le déconditionnement musculaire. Donc, je trouve que même chez quelqu'un qui supporte correctement la PPC, il y a une notion d'éviter le déconditionnement dans le temps de tous ces facteurs obstructifs pour que ce traitement-là, qui lui convient à cet instant T, continue à être efficace dans le temps. Je vais laisser mon collègue Thierry Gouzelan maintenant vous expliquer un petit peu ce qui peut être mis en place chez les patients, soit opérés, soit avec orthèse d'avancée mandibulaire. Merci Meryl. Alors, j'en profite pour vous remercier aussi. Je suis ravi d'avoir été invité à participer à cette présentation et marquer cette journée. Alors, pour être dans la continuité de ce qu'a dit Meryl et Fabrice Thoin,
Dans le cas de l'orthèse d'avancée mandibulaire, on va là aussi avoir un rôle d'éducation thérapeutique, puisque c'est un traitement qui doit être porté toutes les nuits par le patient pour être efficace, puisque c'est l'effet mécanique de l'orthèse qui va avancer la mandibule, qui va avancer le massif lingual et qui donc va ouvrir les voies oropharyngées. C'est important que le patient comprenne l'intérêt et puisse bien tolérer ce traitement et surtout le porter sur la durée et le tolérer sur la durée. Alors, il faut que le patient soit acteur de cette prise en charge. Ça, c'est important car il va y avoir également une auto-rééducation qui peut être liée de manière à maintenir les voies aériennes ouvertes. Ça, c'est important puisque à force de tirer régulièrement, en résumé, tous les soirs sur la mâchoire, la place, le carrefour s'ouvre derrière, il y a de plus en plus de place et les tissus, du coup, peuvent se relâcher, la langue peut rebasculer progressivement dans l'oropharynx et il faut que le patient tonifie la base de langue, le voile du palais, prenne les habitudes de bonne respiration comme cela a été décrit auparavant. L'idée, c'est que quand on tire sur la mâchoire, on risque de tirer également sur les articulations temporomandibulaires et sur les muscles masticateurs, qui sont des muscles très puissants. Et des fois, les tissus n'aiment pas trop, les muscles se rebellent un petit peu, et ce qui peut déclencher des douleurs au niveau des muscles masticateurs, des articulations, ce qu'on appelle les ATM. Et à partir de là, la personne étant gênée, voire douloureuse, ne va plus porter son orthèse. Si elle ne porte plus l'orthèse, elle n'a plus de traitement pour son sommeil. Donc la rééducation va aider aussi par de la thérapie manuelle et des exercices à mieux tolérer, alors c'est ce qu'on appelait avant un petit peu un SADAM ou une dysfonction temporomandibulaire maintenant, le patient tolérera mieux du coup son orthèse grâce à la rééducation, grâce à la thérapie manuelle et grâce à l'auto-rééducation. Ces tissus mous, donc quand on avance en âge, alors on revient à la même problématique qui a été décrite par Meryl, c'est-à-dire qu'on dépiste de plus en plus tôt, sont des patients qui... alors, l'orthèse s'adresse à des patients qui ont des indices un petit peu plus bas que la PPC, puisqu'on est en général sur des indices entre 15 et 30 en moyenne. Et le problème, c'est qu'en avançant en âge, les tissus se relâchent un petit peu, il peut y avoir une petite prise de poids, et bien à partir de là, il n'y a pas trop le choix, il va falloir augmenter la titration de l'orthèse et donc tirer un peu plus. Et bien, si on tire un peu plus, ça va faire un petit peu plus mal, et il y a un risque de moins bonne tolérance avec le temps. Donc la rééducation va permettre de maintenir, si vous voulez, un certain confort avec une titration un petit peu plus basse. Et donc, ça donne une marge de manœuvre plus importante avec le temps. Alors, dans cette famille d'avancées mandibulaires, on va avoir l'orthèse, mais on va avoir aussi la chirurgie orthodontique, qui là, c'est un petit peu comme la personne portait son orthèse en permanence. Et là, on va accompagner aussi cette thérapeutique par une rééducation un petit peu spécifique en lien avec la chirurgie de la mâchoire. Mais sur le long terme, on revient à la même chose, puisque en effet, la boîte étant plus grande, il y a plus de place pour respirer, les voies aériennes sont plus ouvertes. Mais avec le temps, le risque, c'est que le voile du palais retombe et que la base de langue retombe. Donc, il y a véritablement un intérêt à tonifier l'ensemble et apprendre à la personne à avoir une bonne respiration nasale, un bon positionnement de langue, un bon tonus des lèvres, etc. D'accord ? Donc, on va permettre à la personne de bien tolérer son traitement et de l'accompagner sur la durée de manière à éviter un petit peu tous les écueils, qu'ils soient orthopédiques au niveau de la mâchoire et au niveau des tissus. Diapo suivante. Alors, on se positionne de plus en plus tôt dans les prises en charge, puisqu'on va avoir également un rôle d'évaluation. C'est-à-dire que tout traitement de rééducation démarre par une évaluation globale. Et le rôle de la rééducation du kinésithérapeute dans cette évaluation va être d'avoir une vision très large et pas que kinésithérapique, puisqu'on va essayer d'apporter à l'équipe pluridisciplinaire, avec tous les praticiens qui la composent, notre vision assez générale et surtout assez fonctionnelle. Alors certes, on va s'intéresser à tout ce qui va être en lien avec la cavité buccale, donc la langue, qui est cet organe central qui pose quand même pas mal de petits soucis, mais aussi l'ensemble, c'est-à-dire l'oropharynx avec le voile du palais, voire la tonicité du voile, du palais. Donc c'est le palais mou, hein, c'est ce qui est à l'extrémité du palais dur, c'est ce que l'on voit avec la luette qui est au fond de la gorge, qui peut notamment vibrer dans les ronflements. Donc le tonus de la langue, comment elle se comporte, comment elle est par rapport au voile du palais, le tonus du voile du palais, mais aussi, comme l'a dit Meryl tout à l'heure,
ce côté labial, parce que pour respirer par le nez, il faut que la bouche soit fermée. Donc, on va analyser aussi le tonus des lèvres, du menton, des joues, etc. À partir de là, le nez, parce qu'il faut, c'est bien beau de fermer la bouche et de respirer par le nez, mais il faut que les voies aériennes soient libres. Donc, voir la capacité, la perméabilité des voies aériennes supérieures. Et on peut être amené à demander l'avis à un ORL par rapport à ça, un allergologue également, voir ce qu'il en est par rapport aux congestions nasales. Le problème de mâchoire tel qu'il est décrit, nous sommes sur une problématique soit morphologique, soit occlusale. Donc, à partir de là, on demandera l'avis à un orthodontiste, un chirurgien maxillofacial, un dentiste pour éventuellement une gouttière, et voir un petit peu ce qu'il en est au niveau des articulations temporomandibulaires. Sur le côté des facteurs psychologiques tels qu'ils ont été décrits, nous sommes sur une histoire d'acceptation du traitement, de compliance au traitement, et c'est là où on va avoir un rôle d'éducateur thérapeutique et travailler en lien avec d'autres professionnels, dont les hypnothérapeutes, les sophrologues, mais Benoît Raffin vous en parlera après. Et bien évidemment, ça a été décrit par Fabrice Oin tout à l'heure, la prise de poids avec cette masse grasse qui peut venir s'accumuler dans le tour de cou et dans la base de langue. Donc, le fait de travailler avec des endocrinos et des diététiciennes sera vraiment une plus-value pour accompagner le patient dans cette prise en charge. Le but, c'est de faire le plus de place, que le patient comprenne bien son traitement, adhère bien au traitement, et notre but, c'est de lever tous les écueils qui peuvent pénaliser le patient et que la vie soit la plus simple dans la prise en charge du traitement. Diapo suivante. Alors, qu'est-ce qu'on fait de beau? Parce que c'est bien beau de dire on fait de la rééducation, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a l'évaluation dont on a parlé, mais après, il y a la thérapeutique. Alors, elle se décline en 3 grandes familles. La première va être basée sur des exercices d'auto-rééducation, c'est-à-dire qu'on choisit en fonction du bilan les exercices qu'on va proposer au patient, et le patient les réalise à la maison. Donc, on va lui expliquer, lui montrer qu'il le vive pendant la séance, et le patient les répète tranquillement chez lui. Et le programme sera croissant avec des consultations à intervalles réguliers de manière à réévaluer le patient et donc à proposer des exercices progressifs et surtout arriver à maintenir le tonus que l'on aura obtenu et le bénéfice qu'on aura obtenu. L'éducation thérapeutique, on en a parlé de manière à ce que le patient soit le plus compliant, le plus tolérant et bien compris le traitement pour bien y adhérer. Et on peut être amené à travailler en thérapie manuelle, des techniques manuelles sur le patient, tout ce qui va être bien évidemment au niveau des muscles masticateurs, des articulations temporomandibulaires, les chaînes musculaires pour la posture cervicale et notamment en thérapie manuelle sur l'osioïde, qui est ce petit os qui est à la base de la langue, c'est un peu le squelette de la langue, et de manière à ce que l'ensemble fonctionne le mieux possible. On aura peut-être l'occasion de détailler après avec des questions l'ensemble. Diapo suivante. Voilà, c'est par le biais d'exercices, mais je crois qu'on en parlera peut-être un petit peu après, on débriefera de tout ça avec Meryl après que Benoît ait parlé. Alors, on peut s'aider également de dispositifs de rééducation. Alors, on a parlé de la problématique labiale, il existe un outil intéressant, le Froggy Mouse, qui permet de tonifier les lèvres de manière à ce que la personne puisse avoir une bonne occlusion labiale, que les lèvres soient bien fermées, et ça va favoriser aussi le fonctionnement à l'intérieur de la bouche avec une bonne reprogrammation linguale. On va avoir des outils avec des capteurs de pression qui vont permettre et de bilanter et de rééduquer, notamment le système type IOPI, qui va permettre d'évaluer le tonus de la langue, l'endurance de la langue et de la rééduquer. On va avoir un nouveau dispositif qui est en train de se développer et qui trouve un intérêt croissant alors dans le fonctionnement global de la langue, mais beaucoup dans les apnées du sommeil et dans le bruxisme. C'est ce qu'on appelle le TRP, le Tongue Right Positioner, qui est un petit dispositif nocturne que porte la personne sur les dents. Alors, ce n'est pas comme une gouttière qui est interposée, mais qui est sur les dents et qui va permettre de faire prolonger l'efficacité de la rééducation que la personne va réaliser en diurne et donc du coup qui travaillera également en nocturne. Donc, si vous voulez, cette rééducation est quand même une discipline relativement nouvelle, parce que ça fait partie un petit peu de ce qu'on appelle la rééducation maxillofaciale, qui est déjà une spécialité dans la kinésithérapie, mais la prise en charge du sommeil est encore plus spécifique. Ça s'apparente beaucoup, comme l'a dit Maëlle tout à l'heure, à ce qu'on appelle la thérapie myofonctionnelle, la rééducation oro-myofonctionnelle.
C'est vraiment cette notion de pluridisciplinarité, c'est-à-dire que ce n'est pas ou la rééducation ou autre chose. On s'inscrit vraiment dans une prise en charge globale qui va amener le patient à se prendre en charge et améliorer l'observance au traitement, la pertinence du traitement. On est vraiment un accompagnement à tout ça et on facilite les choses dans la plupart des cas. Et on va voir que dans certains cas également, on peut être en première intention. Mais le but, c'est que le patient arrive à se prendre en charge sur l'autorééducation et sur le traitement qui lui est préconisé, le traitement médical qui lui est préconisé. Pour synthétiser un petit peu tout ça, comment se positionne la rééducation, on va avoir un premier volet, si vous voulez, plutôt sur la gauche, qui va être la notion d'évaluation, c'est-à-dire la rééducation par rapport à l'évaluation. Donc, on va avoir cette prise en charge pluridisciplinaire dans laquelle le kinésithérapeute apportera au diagnostic global son évaluation. J'ai noté la notion de dépistage, puisque quand nous travaillons en rééducation, on va dire beaucoup plus classique, eh bien, on peut être amené, nous aussi, à dépister, mettre en évidence des patients apnéiques, et donc de les dépister beaucoup plus tôt, et notamment chez les enfants avec la croissance faciale. Nous avons le volet éducation thérapeutique auprès du patient, et alors ces deux grandes familles de rééducation qui vont être la rééducation conjointe en accompagnement donc à des traitements beaucoup plus conventionnels que sont donc la PPC, la pression positive, l'orthèse d'avancée mandibulaire et en accompagnement de la chirurgie orthodontique. Et comme ça a été décrit par Fabrice, cette rééducation isolée qui va être dédiée aux patients avec des indices d'apnée considérés comme légers, donc il n'y a pas de traitement médical de préconiser, la rééducation aura un intérêt précoce. Et comme l'a dit Meryl, les patients qui vont se retrouver en échec de traitement conventionnel, type PPC et orthèse, et donc la rééducation aura son intérêt. Et la dernière chose, ce sont les troubles obstructifs du sommeil pédiatrique, parce que là, on a un véritable intérêt à arriver tôt, puisqu'on a la notion de croissance faciale, et le rééducateur pourra contribuer à une harmonie dans la croissance faciale, alors que l'adulte, bien évidemment, la boîte a sa force définitive, donc on va jouer et sur le contenant et sur le contenu, et surtout la personnalité de l'enfant étant en pleine constitution, on a un véritable intérêt à arriver suffisamment tôt chez ces patients-là. Voilà, donc ça c'est un petit peu la synthèse de comment se positionne le kinésithérapeute, aussi bien sur le plan d'évaluation, le plan d'éducation thérapeutique et les différentes interventions thérapeutiques que l'on peut avoir. Merci beaucoup, Meryl et Thierry, pour cette présentation. Ce que je vous propose, avant de passer à la présentation de Benoît, c'est juste de répondre à deux, trois questions qui sont arrivées sur le chat. Alors, vous y avez déjà un peu répondu, mais peut-être repréciser, peut-on pratiquer de la kinésithérapie sur un enfant? Et peut-être à partir de quel âge? Alors, oui, je continue à enfler, oui, bien sûr. Et c'est très intéressant, et surtout d'arriver suffisamment tôt. Alors, c'est vrai que sur l'âge, bien évidemment, lorsqu'il y a la notion d'exercice à réaliser, 3 ans et 3 ans et demi, 4 ans, c'est pas mal. Mais il y a d'autres choses. Il y a l'éducation des parents, il y a l'éducation à l'hygiène nasale, il y a aussi pas mal de choses en lien avec l'oralité, avec la notion d'alimentation, la notion de frein court, de frein restrictif, notamment au niveau lingual. Donc, il y a un dépistage à faire tôt, une éducation des parents à faire tôt, et après, la rééducation beaucoup plus active qui se fait un tout petit peu plus tardivement. Mais c'est sûr que plus on arrive tôt, plus c'est dépisté tôt, plus on a intérêt. Je ne sais pas ce que tu en penses, Meryl. Oui. Je pense que le message chez l'enfant, c'est de dire que de toute façon, un enfant qui ronfle, c'est pas normal, de façon chronique, en dehors d'un rhume. Donc, ça doit alerter les parents, un enfant qui ronfle de façon chronique toutes les nuits. En fonction de l'âge où on s'en rend compte, évidemment, on ne va pas parler de rééducation de la langue ou oro-myofonctionnelle, qui pour nous est confortable à partir de 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, par du mimétisme avec une vraie implication des parents. Par contre, ça nécessite effectivement un dépistage de beaucoup de choses qui peuvent amener à déconditionner l'enfant à respirer par le nez. C'est ce que disait Thierry, les freins de langue courts, des obstructions ORL à répétition. Voilà, tout ça va amener à
va freiner la croissance faciale de l'enfant et va l'amener à arriver dans nos cabinets à 3 ans, ce qui est déjà un âge en fait tardif. Mais tout à fait, la rééducation se pratique et l'objectif chez l'enfant, c'est curatif. Pour le coup, en lien avec les ORL, les orthodontistes, les kinés, on doit arriver à justement arrêter ce syndrome d'apnée qui s'est développé chez un enfant. D'accord, oui, ça pourrait permettre. Oui, pardon, parce qu'en fait, oui, allez-y. Pardon. Oui, ça pourrait permettre en fait de guérir un syndrome d'apnée du sommeil. Enfin, cet accompagnement-là pourrait permettre de vraiment guérir totalement un syndrome d'apnée du sommeil chez les tout petits. Oui. En partenariat thérapeutique avec l'ORL s'il y a une intervention ORL à faire et avec l'orthodontiste si on a besoin aussi d'améliorer la croissance faciale. Mais l'objectif, c'est les enfants, effectivement, c'est vraiment curatif. Juste ce que je veux dire, c'est qu'en fait, pour arriver à l'âge adulte, alors certains apnéiques adultes étaient déjà apnéiques enfants, mais souvent, en fait, c'est un continuum qui s'installe avec le temps. Et en fait, si on peut arriver assez tôt, on peut jouer sur la configuration de la boîte et sur les mauvaises habitudes de respiration. Et donc, on aura un impact, même si la personne n'est pas apnéique très tôt, on aura un impact par cet effet cascade jusqu'à l'âge adulte. Donc, c'est vrai qu'on peut diminuer l'impact sur l'adulte en intervenant suffisamment tôt chez l'enfant. Pour reprendre un peu ce que dit Thierry, moi, je soigne pas mal de personnes de 25 ans, 30 ans qui présentent des douleurs thoraciques spontanées, qui sont en fait des anomalies coronaires, des artères du cœur, mais aussi des hypertensions précoces ou des palpitations, des syncopes, on en a parlé tout à l'heure. Et ces personnes-là, elles ne ronflent pas, elles sont ou alors fatiguées ou alors présentent des réveils très fréquents. Et au fur et à mesure du temps, elles vont présenter ce syndrome d'apnée du sommeil qui a été décrit depuis des années, c'est-à-dire elles vont ronfler, mais cela peut apparaître 10 ou 20 ans plus tardivement et on aura perdu toute cette chance de traitement précoce et définitif. Voilà, et donc c'est important d'être très sensible à la symptomatologie des patients et de ne pas attendre ce syndrome d'apnée trop tardif où les dégâts artériels sont déjà définitifs parce que là où on passait d'un stade fonctionnel au niveau artériel, on sera à un stade structurel, donc définitif. Voilà, donc tout l'intérêt de cette prise en charge globale et précoce me paraît majeur. Alors juste peut-être 2 questions. Une pratico-pratique. Comment fait-on pour trouver un kinésithérapeute? À qui s'adresser? Est-ce qu'il y a des liens utiles, des annuaires en ligne est-ce qu'il y a des petits conseils à donner sur ce point-là? Alors, sur le plan de l'orientation, nous sommes une profession prescrite, donc on travaille en lien dans des équipes médicales, donc c'est bien d'avoir une orientation par un médecin en première intention. Sur le plan de l'annuaire, on a l'Association française de rééducation oromaxillofaciale et qui permet de référencer des praticiens rééducateurs maxillo, mais qui ont quand même cette notion de sommeil. D'accord ? Donc, il y a véritablement un lien avec une formation précise. Ce n'est pas juste parce qu'on sait rééduquer une langue qu'on sait rééduquer la technique du sommeil. D'accord ? Donc, c'est bien d'avoir une formation spécifique et d'être identifié en tant que tel. Alors, après, on nous demande est-ce qu'on pourrait avoir quelques exemples d'exercices à faire pour muscler la langue et le voile du palais. Alors, je ne sais pas s'il est possible de montrer en direct. Je vois que le docteur Thon est mort de rire. Un challenge en direct. Alors, est-ce que c'est faisable? Oui. Alors, moi, je vous en montrerai un sur le voile du palais et je laisserai Meryl en montrer un pour la langue. On partage? Vas-y. Alors, un sur le voile du palais qui est très, très simple. Donc, c'est cet organe qui est derrière le palais dur et qui a tendance à plonger un petit peu derrière. On voit souvent la luette, l'uvule qui pend au fond. Le but, ça va être de le tonifier pour que... Alors, il y a beaucoup de muscles dedans. Ce n'est pas juste une membrane. Et l'idée, c'est de la tonifier. Donc, il faut arriver à la voir, cette zone, et en prendre le contrôle. Donc, face à un miroir, on va ouvrir grand la bouche, on va tirer la langue et on va faire un son tout bête, un « oh » qui va permettre, donc vous allez pouvoir faire des vocalises. Et ça, on va essayer langue sortie, bien tirée devant. Donc, ça va commencer à travailler un petit peu la base de langue.
et vous essayez de voir le fond de gorge avec le voile du palais qui a tendance à remonter, et on va tenir le plus longtemps possible des sessions de 3, 4, 5 secondes de manière à tonifier le voile et surtout en prendre conscience pour arriver à le rééduquer. Alors après, bien évidemment, il y a toute une kyrielle d'exercices en progression, mais déjà ouvrir grand la bouche, tirer la langue, voir le voile du palais et faire ce son, maintenir ce son. Après, on peut le moduler, chanter en A. Voilà. Et ça, c'est un petit outil qui permet déjà de tonifier la musculature oropharyngée et le voile du palais. À toi, Meryl. Bon, je vois que Thierry, il a fait beaucoup de descriptions audio, pas une vraie démonstration visuelle, ce qui est spécial. Non, alors après, on peut vous en montrer 50 000. L'idée, c'est de récupérer de la mobilité et de la force de la langue vers le haut et vers l'avant. Donc, il peut y avoir tout bêtement ce qu'on va appeler le claquement de la langue. Donc, d'être capable de venir coller la langue au palais, écraser la langue contre le palais, ouvrir la bouche et faire ce son de claquement. Ou d'être capable de tirer la langue pointue en avant sans céder des lèvres. Donc, bouche ouverte, comme pour dire un A, être capable d'avoir une langue fine et pointue en avant, qui ne soit pas une langue qui vienne s'étaler. Donc voilà, parmi une multitude de panels d'exercices de la langue. Et encore une fois, j'insiste, la rééducation de la langue n'étant pas le seul axe de rééducation dans le cadre des apnées du sommeil. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, on a reçu encore beaucoup de questions, mais donc, ce que je vous propose, c'est qu'on y répondra à la fin et qu'on passe à la deuxième présentation avec toi, Benoît. Hop. Bonjour à tout le monde et merci. Je remercie aussi de m'avoir invité sur ce webinaire. Donc, je suis Benoît Raffard, je suis hypnothérapeute sur Bordeaux et je travaille avec l'équipe du PEAS sur Bel Air et entre autres avec d'autres aussi pneumologues sur les différentes problématiques, les pathologies de sommeil. Voilà, je en dirai un petit peu plus sur ce sur quoi l'hypnose peut intervenir, mais voilà, donc je travaille avec Thierry et Meryl effectivement sur le PES. Déjà, définir un peu ce qu'est l'hypnose. L'hypnose, on part du principe que déjà les personnes font le meilleur choix à un moment donné. Donc, c'est pas quelque chose qui est voulu forcément, mais c'est quelque chose qui se met en place, c'est un chemin qui se met en place, c'est une direction qui se prend à l'intérieur du cerveau et c'est ce qui se met en place à ce moment-là. Et voilà, je vais accompagner en tout cas les patients pour que ce choix-là qui a été mis en place à un moment donné, qui convenait et qui ne convient plus, puisqu'ils sont dans mon cabinet pour justement travailler là-dessus, pouvoir le faire différemment, en fait, que cet aiguillage-là se fasse différemment. Chaque comportement a une intention positive et fonctionnelle. Ça, c'est hyper important de l'avoir en tête quand on fait de la thérapie, que quelqu'un soit en surpoids, qu'il y ait des difficultés pour du sevrage tabagique ou autre. En fait, je le reçois tel qu'il est, le patient, et forcément, s'il y a un trouble alimentaire, si il y a un sevrage tabagique et si la personne fume, c'est qu'il y a un objectif, il y a une intention positive derrière. Et ce qui est très important, c'est surtout de ne pas dénigrer cet objectif-là, mais tout du moins de l'accompagner et que cette intention positive, elle soit toujours satisfaite, mais d'une autre manière. Tout ça, ça se passe en fait avec un outil qui est la transhypnotique, un phénomène complètement naturel que tout le monde expérimente au moins 1 à 2 fois par jour. La transhypnotique, c'est un état d'éveil, mais un état de rêverie dans lequel on plonge à un moment donné. Peut-être même que derrière vos écrans, vous êtes déjà en train d'être hypnotisé tout simplement en m'écoutant, mais aussi en pensant à toute autre chose. Voilà, c'est ça un état de transhypnotique, alors plus ou moins léger, mais en tout cas l'hypnose, la transhypnotique qui est pratiquée en cabinet à but thérapeutique, elle a un niveau de transe dans lequel on plonge le patient et qui permet de séparer la partie consciente et la partie inconsciente. Et l'objectif de modifier cet état de conscience, c'est d'avoir accès directement à la partie inconsciente, cette partie-là qui fait que finalement, vous savez mettre un pied à côté de l'autre pour pouvoir avancer facilement, que quand vous avez soif, vous savez que vous allez boire un verre d'eau et ça
enlevez cette soif. Voilà, tout ça, c'est la partie inconsciente qui vous fait faire des choses de façon instinctive et automatique. Et la partie consciente, c'est celle qui vous permet d'analyser, de réfléchir et d'observer le monde avec vos propres lunettes, avec vos propres filtres et avec vos propres croyances aussi. Donc voilà, l'idée de la transhypnotique, c'est de dissocier cette partie consciente de la partie inconsciente pour pouvoir faire tout le travail avec la partie inconsciente et qu'elle mette tout ça en place de façon instinctive et automatique, que ça se fasse tout seul. À partir du moment où la personne, bien sûr, elle a envie, ça c'est hyper important, à partir du moment où la personne est motivée, volontaire, et qu'elle est impliquée aussi dans sa thérapie. C'est pas juste je m'assois dans un fauteuil et je ressors et je suis plus fumeur. C'est pas du tout ça. Ça serait trop bien, ça se saurait. Il faut vraiment qu'il y ait une part aussi de volonté, d'implication et de motivation. Voilà. Donc en fait, moi en tant que thérapeute, j'accompagne finalement des personnes à atteindre un objectif qui sont leurs propres objectifs de mieux-être, mais tout ça c'est décider ensemble et la manière dont on va travailler, c'est décider ensemble aussi. Voilà. Et pour tout ça, bien sûr, bah, ça nécessite un certain lâcher-prise. Euh, Odile, voilà. Ça nécessite un certain lâcher-prise, puisque, en fait, l'objectif de se plonger dans une transe hypnotique, c'est aussi de pouvoir se laisser aller dans un certain état de bien-être et de détente. Voilà ce qu'est l'hypnose, finalement. La transe hypnotique, juste un petit zoom sur la transe hypnotique pour bien préciser que c'est un état qui est complètement naturel, que tout le monde peut expérimenter et que tout le monde peut vivre. C'est un état en fait qui a été identifié par un EEG sur des personnes en fait, et donc il y a différentes ondes, qui permettent de différencier un état d'éveil d'un état de sommeil. Et donc l'état d'éveil, c'est les ondes bêta en fait, où on détermine effectivement que la personne est vraiment consciente. Donc ça, c'est notre état à nous, là, aujourd'hui et maintenant, là, présentement, on est tous dans un état bêta, donc on est éveillé, on est pleinement conscient, on est en capacité d'analyser, de réfléchir et de faire ce que l'on a envie. Puis ensuite, il y a un état alpha, donc un état de relaxation, un état d'hypnose léger. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, quand on est en train de faire quelque chose de façon automatique. Et ensuite, quand on se plonge dans un état de rêverie, par exemple, alors même qu'on est en train de faire quelque chose, ben, du coup, c'est un état d'hypnose léger, Odile. Et ensuite, on plonge dans un état de détente un peu plus profond. Et là, c'est ce qu'on appelle la transe hypnotique. C'est cet état entre deux, entre le sommeil profond, dans lequel vraiment on est quand on dort, et cet état d'éveil dans lequel on vit en fait le jour. Pour faire simple, la transe hypnotique, c'est quand on s'allonge dans son lit le soir, quand on sent son corps qui se détend et qu'on a encore la tête qui continue un peu à tourner et on pense à des choses et on réfléchit à certaines choses. Voilà, c'est ça un peu sur cet état sur lequel je surfe pour pouvoir accompagner les personnes. Voilà, donc vraiment, il y a une imagerie en fait qui a été faite aussi où on voit bien qu'il y a des zones du cerveau qui sont bien désactivées, contrairement à l'état de veille où il y a ces zones-là qui sont bien actives. Voilà. Donc la transe hypnotique a bien été observée et identifiée. Donc, par rapport à l'hypnose, donc, qui est un état naturel qui permet d'accompagner des personnes vers un objectif de mieux-être. Plus spécifiquement, si on zoome sur le sommeil, l'hypnose permet en tout cas de travailler sur différents troubles du sommeil, tels que des cauchemars, des terreurs nocturnes, sur des insomnies aussi, sur le bruxisme, sur le syndrome de jambes sans repos. Voilà, sur aussi les syndromes d'apnée du sommeil. Donc là, plus spécifiquement, alors vous l'avez compris via les explications de Thierry et Meryl, ce sont l'apnée, c'est vraiment mécanique, c'est vraiment physique. Donc moi là-dessus, clairement, je ne peux pas faire grand-chose. Par contre, j'accompagne les personnes sur l'acceptation de la PPC, de la machine, et éventuellement aussi peut-être sur des traumas ou des phobies qu'ils ont eues lorsqu'il y avait des phases d'endormissement ou pendant des phases de nuit. Donc souvent, il y a certains patients ont des problématiques d'endormissement ou des éveils nocturnes aussi. Et donc, c'est là-dessus sur lesquels on peut travailler ensemble. Mais aussi sur l'accompagnement de la perte de poids qui permettront aussi, Thierry et Meryl l'ont expliqué, si effectivement une personne est en surcharge pondérale, effectivement, ça augmente le fait d'avoir des apnées du sommeil.
par rapport à une personne qui a un poids à peu près normal. Donc cette perte de poids permettrait aussi de réduire le nombre d'apnées du sommeil, donc peut-être aussi se passer de machine. Donc voilà, et encore que c'est pas forcément vrai, mais en tout cas la perte de poids contribue aux apnées. Donc s'il y a une perte de poids, ça permettra de réduire les apnées du sommeil. Concernant les insomnies, je fais un zoom vraiment sur les insomnies. Avec les patients, souvent, donc, on travaille ensemble sur des séances d'hypnose pour retravailler sur soit les phases d'endormissement, soit les phases d'éveil nocturne. Et à ce moment-là, en fonction de l'évolution, après, je leur apprends l'auto-hypnose pour qu'eux soient à même de faire des séances d'auto-hypnose pour pouvoir rééduquer en fait le cerveau à retrouver ces phases d'endormissement et ces phases de sommeil profond qui sont réparateurs et essentielles aussi. Donc en synthèse, l'hypnothérapie, en fait, ça sert à différentes choses. J'en ai pas parlé aussi, mais ça sert aussi pour le sevrage tabagique, c'est souvent connu pour ça. Et ça aide aussi pour les apnées du sommeil, bien sûr. Donc en synthèse, l'hypnothérapie, c'est un accompagnement. Si tu peux défiler, merci. C'est un accompagnement qui permet bien sûr d'atteindre un objectif que le patient souhaite atteindre. Il faut qu'il soit volontaire, qu'il soit impliqué. C'est un état qui est complètement naturel. Et ça se veut être une thérapie brève, donc c'est-à-dire que le patient ne s'engage pas sur une thérapie qui peut durer 1 année ou 2 années, contrairement à certains accompagnements psychologiques, mais bien au contraire, c'est généralement 2, 3, voire 5 séances grand max qu'on peut résoudre d'objectifs. Le patient reste conscient, ça c'est hyper important, c'est aussi une question récurrente. Le patient reste conscient de tout ce qui se passe et de tout ce qui te dit dans la séance. C'est un état vraiment modifié de conscience où le patient n'est pas plongé dans une anesthésie totale et complète, hein, donc il ressent vraiment tout ce qu'il peut ressentir et entendre tout ce qu'il peut entendre. Et un dernier point, Odile, voilà, c'est juste un état de conscience modifié dans lequel le patient est plongé. Voilà concernant l'hypnose. Après, quelques petites techniques d'auto-hypnose à faire simplement chez soi. Ça peut être allongé par exemple dans le lit quand on est un peu insomniaque, quand il y a des éveils nocturnes et quand on n'arrive pas à se rendormir. C'est une petite astuce toute simple, c'est d'être allongé vraiment soit sur le dos, ou le dos c'est pas plus mal, c'est mieux. D'être allongé sur le dos, de fixer un point, peu importe, avec les yeux ouverts ou même à travers les paupières fermées, juste de fixer un point vraiment précisément, d'en avoir conscience, de regarder ce point, même si vous êtes dans le noir, juste de le fixer. Et puis de projeter à travers ce point-là une image dans laquelle vous aimez bien vous retrouver, une image, ce que j'appelle une image ressource. Ça peut être un endroit où vous aimez bien vous retrouver, bord de plage, une forêt, une montagne, peu importe. Et puis de vraiment visualiser cet endroit-là avec les couleurs, la lumière, etc., etc. Et puis de petit à petit resserrer en fait vos doigts, alors de faire comme une pince après au final, et au fur et à mesure que la pince se forme avec vos doigts, juste de sentir au fur et à mesure les sensations qui peuvent se modifier à l'intérieur du corps, donc de la pointe des pieds, et qui remontent un peu comme une vague en fait à l'intérieur du corps, une vague de relâchement, et au fur et à mesure que la pince se fait, du coup, vous retrouver dans un état de détente, juste en fermant ses doigts là petit à petit. Et quand le contact entre le pouce et l'index se fait, ça vous permet de vous retrouver dans un état de détente vraiment profond. Et puis après, ça peut vous emmener vers un sommeil, en tout cas vous apaiser, quoi. Voilà. Donc ça, cette petite technique, elle peut être faite au lit ou même en pleine journée, en étant assis dans un fauteuil confortable. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut être fait. Ça permet de vous déconnecter à un moment donné et puis de vous réorienter en étant bien. Voilà. Donc ça, c'est les petites techniques. Mais bon, après, l'auto-hypnose, vraiment, c'est un peu plus long à apprendre et ça s'apprend après 1 à 2 séances vraiment de... Merci beaucoup, Benoît, pour cette présentation et cette présentation aussi d'un exercice à faire. Alors, on a reçu beaucoup de questions. Ouais. Donc, il nous reste une dizaine de minutes. Donc, ça va être, je pense, compliqué de répondre à toutes. Mais ce qu'on fera, c'est qu'on y répondra de façon différée
via Alliance Apnée du Sommeil. Alors, peut-être une question un peu pratico-pratique. Où se renseigner pour trouver un hypnothérapeute? Est-ce qu'il y a des conseils à donner sur ce plan-là? Bah, après, c'est un métier qui n'est pas encadré et reconnu. Donc après, ce que je vous dirais, c'est de regarder, soit vous êtes, c'est quelqu'un qui est connu, reconnu par un médecin, par exemple, qui vous est conseillé par un médecin. Ou après, vous pouvez regarder aussi sur l'annuaire. Donc moi, je suis adhérent au Syndicat national des hypnothérapeutes, ou SNH. Et là-dessus, sur le site internet du SNH, il y a un annuaire avec différents thérapeutes qui sont certifiés et qui, a priori, voilà, montrent une certaine fiabilité avec un certain nombre d'heures de formation. Tous ne peuvent pas être adhérents à ce syndicat-là. Il faut être issu d'une certaine école avec un certain nombre de formations, un certain nombre d'heures pour sa formation. Donc voilà, le SNH éventuellement, ou après être recommandé par un médecin ou par ses proches. Voilà. D'accord. Et une deuxième question qui nous a été posée, faut-il croire à l'hypnose pour que ce soit efficace? Euh, pas nécessairement. Après, chacun a ses croyances. En tout cas, c'est un état naturel, donc il n'y a rien à croire ou pas à croire. L'état de la transe hypnotique, comme je vous l'ai fait voir, c'est quelque chose qui a été identifié avec des ondes, il y a une imagerie, il y a des recherches, des études qui ont été faites, donc c'est quelque chose qui est vraiment prouvé. Après, si la personne n'y croit pas, ses croyances. En tout cas, il faut vouloir, c'est nécessaire et important de vouloir venir et de vouloir faire le boulot et d'être impliqué et d'être volontaire. Si on vient en étant réfractaire et complètement fermé, c'est comme tout, hein, c'est quand on va voir le médecin et qu'on va se faire examiner, mais qu'après on passe pas à la pharmacie pour ne pas aller chercher les médicaments, c'est exactement la même chose. Voilà, s'il vient là juste pour voir et vivre une expérience et qu'en fait il se laisse pas aller, c'est pas la peine. Perte de temps et d'argent. Alors, ce que je vous propose, juste pour terminer, c'est de répondre à ces quelques questions qui ont été posées au cours de la semaine sur donc, le formulaire qu'on avait laissé ouvert pour recueillir les questions. Thierry, Meryl, je pense que la première, elle s'adresse plutôt à vous. Donc, le port du masque de la PPC me cause des tensions dans les trapèzes et au niveau des cervicales. Elle génère des douleurs, parfois même des maux de tête. Que préconiseriez-vous pour ce genre de problème? Thierry, t'as pas ton micro d'ouvert? C'est compliqué. C'est pour que tu répondes. J'ai bien compris. Effectivement, peut-être que le réglage, en fonction de si on doit beaucoup serrer le masque, en fonction de la position dans laquelle ça impose de dormir, qui était peut-être pas la position de base, effectivement, ça peut entraîner des tensions. Je préconiserais d'essayer d'être accompagné. Ça peut être en rééducation sur des étirements, des automobilisations. Voilà, tout ce qu'on va pouvoir mettre en place d'un point de vue mécanique et rééducatif pour essayer de limiter ces effets indésirables-là. En tout cas, tout ce qui est douleur musculaire et douleur mécanique sont du ressort de la kinésithérapie. Donc, en fonction de l'origine de ces douleurs exactement et après un bilan avec le patient et une compréhension un peu plus précise de la situation, il y aura de toute façon des solutions pour essayer d'améliorer ces effets indésirables. On peut aussi mécaniquement, toujours dans la continuité, voir dans le pire des cas un autre masque, c'est-à-dire même en restant dans le même type de masque, il y a différentes marques avec des points d'appui qui peuvent être un peu différents. Et si, comme disait Meryl, la thérapie manuelle et la rééducation ne suffisent pas, on peut aussi trouver, voilà, et puis après les postures que prend la personne. D'accord, merci. Alors, une autre question, est-ce que le fait d'avoir une langue ou un cou plus large que la normale peut être la cause de l'apnée? Qu'est-ce que la normale? Oui, attention, il y a une obstruction oropharyngée, que ce soit directement par le tonus de langue, le tonus du voile, l'infiltrat graisseux dans les structures
bien évidemment, ça compte. Alors après, on parle toujours de l'apnée obstructive, mais il y a aussi les apnées centrales, les apnées mixtes. Enfin, c'est toute une... c'est pas si simple que ça, mais ça contribue. Ça contribue. Il y a la forme de la boîte aussi, la forme du dur, on l'a dit, avec la forme de la mâchoire, la taille des voies aériennes, pareil dans le mou, les amygdales, les végétations, cloison nasale. Il y a beaucoup de sites d'obstruction et c'est tout ça mis bout à bout qui fait qu'on arrive à une obstruction. Hein. La position, le mode respiratoire. Peut-être qu'on peut préciser avec Thierry, c'est souvent, nous, on entend cette phrase-là des patients qui arrivent en séance et qui disent « j'ai une grosse langue ». De toute façon, j'ai une grosse langue. Il faut savoir que les vraies grosses langues, les macroglossies réelles, c'est plutôt rare et qu'une langue hypotonique, une langue qui manque de force, ça va être une langue qui va être étalée et qui aura ce visuel-là étalé et grosse. Et ça, c'est pour le coup quelque chose sur lequel on peut jouer. Et souvent, les patients, quand on commence la rééducation oropharyngée, ont vraiment la sensation que la langue prend moins de place dans la bouche une fois qu'elle a commencé à se renforcer. Donc voilà, encore une fois, il faut comprendre exactement qu'est-ce qu'une grosse langue et qu'est-ce qu'un cou large. Mais en tout cas, cette sensation-là de langue qui prend de la place dans la bouche est améliorée par la rééducation et peut effectivement être une des causes, comme on l'a dit, de ces multiples causes d'obstruction dans le processus. Après, c'est Fabrice, c'est vrai que sur les sportifs, je suis cardiologue du sport aussi, et chez les sportifs judoka, première ligne de rugby et autres, ou bodybuilder, il y a beaucoup d'apnée du sommeil hein, quand même, ou le footballeur américain aussi, hein, il y a beaucoup de problématiques à ce niveau, et en proportion, c'est vrai que ça peut jouer un rôle non négligeable. Voilà, et on voit souvent ces patients-là. Tu veux dire que le sport n'est pas forcément bon pour la santé, alors? C'est ça que tu veux dire? Ben, disons que le sport, oui, la musculation, une certaine musculation et l'ajout de quelques thérapies non acceptées, type testostérone, non. Voilà, clairement. Arrête la testostérone, Thierry. Voilà. Alors, une question pour Benoît maintenant. Quelle formation conseillerez-vous à un kiné pour se former sur l'hypnose thérapeutique? Je pense pour kiné, peut-être plus dans le domaine médical, il y a des DU d'hypnose qui existent. Après, moi, ma formation, je ne l'ai pas fait j'ai pas de DU médical, je l'ai fait dans le domaine privé et c'est via l'école de formation sur Paris, Xtrema. Voilà, donc soit cette possibilité-là, soit une autre. Après, il faut se renseigner, trouver la meilleure formation qui vous est surtout adaptée à vous et par rapport aux besoins. Voilà, à partir du moment où on trouve, je pense, sa propre formation, c'est ce qui convient le mieux. Après, il y en a tellement qu'il faut faire un peu le tri. Mais en tout cas, moi, celle qui m'a convenu, c'était Xtrema sur Paris. Voilà. Alors, une dernière question, parce que je vois qu'il est 14 heures passées, donc après, je vais vous libérer. Juste, alors qui est arrivé dans le chat, est-ce que le chant peut permettre de tonifier le voile du palais? Et je pense au chant et aussi parce que, par exemple, la pratique d'un instrument de musique peut aussi aider sur ce plan-là. Alors, il y a eu une étude, même plusieurs études qui ont été faites. Alors, une sur le chant plus précisément, d'autres sur la pratique d'instruments avant. Alors, c'était même une des études qui a ouvert un petit peu la voie, c'était sur didgeridoo, cet instrument aborigène. Alors, il y a une double composante, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé des tissus mous, mais il y a beaucoup la façon de s'en servir, donc c'est-à-dire la ventilation, la capacité des muscles respiratoires, la posture qui permet de bien ventiler, la ventilation abdomino-diaphragmatique, enfin, tous ces éléments-là, et forcément, la pratique du chant, la pratique des instruments avant va favoriser la musculature, mais aussi la colonne d'air, quoi. Donc, ce sont des petits adjuvants qui peuvent être sympas. Mais les études ont en effet montré ce genre de choses. Bon, eh bien, un grand merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire. Un grand merci à ceux qui nous ont aussi suivis derrière leur écran. Donc, juste un petit mot de conclusion pour vous remercier, pour vous dire aussi que le replay, enfin ce webinaire, il a été enregistré et sera disponible en replay sur la chaîne YouTube donc d'Alliance Apnée du Sommeil. On est désolé, on n'a pas pu répondre à toutes vos questions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les recenser, puis on y répondra donc sur le site d'Alliance Apnée. On mettra une petite info avec les réponses.
Et donc voilà, n'hésitez pas à vous tenir informés. Il y aura d'autres rendez-vous webinaires qui seront organisés avec Alliance Apnée du Sommeil. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour rester informés. Et dans le cadre de cette journée du sommeil, il y a beaucoup d'actions, de conférences qui sont aussi organisées. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner, notamment sur le site internet de l'Institut national sommeil et vigilance, l'INSV. Voilà, un grand merci à tous encore et puis bonne fin de journée. Merci, pareillement. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.